Après, au début, quand tu arrives en France et que tu es étranger ou étrangère, je pense qu'il faut laisser la chance à la France. Bien sûr. C'est un peu difficile à dire ça, mais il faut comprendre la France et les Français. Il faut prendre le temps, il faut apprendre la langue, il faut comprendre la culture. Et c'est là où on apprend vraiment à aimer la France. C'est un pays exceptionnel avec des gens extraordinaires, des penseurs, des créatifs, des écrivains, des historiens, Il y a toujours ce truc. Soit on se sent bien tout de suite, soit on se sent toujours un peu comme l'outsider. L'étranger du coin, quoi. L'étranger du coin. Alors, c'est très particulier parce que je me suis toujours placée dans ce rôle de l'étranger du coin. Ouais, t'en as fait une force aussi, J'en ai fait une force, je pense, où on m'a mis dans cette case et je l'ai embrassée. Et je l'ai transformée. Mais je me suis tout de suite sentie très, très à l'aise en France. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. S'installer dans un nouveau pays, apprendre une nouvelle langue, comprendre une culture différente et y construire une carrière et une famille. Un défi de taille, non ? Eh bien pourtant, c'est exactement ce qu'a accompli Louise Ekland au cours des 20 dernières années. Louise est originaire de Liverpool, en Angleterre, la ville des Beatles, et elle a posé ses valises en France, initialement, accrochez-vous, pour bosser pour Disneyland Paris. Aujourd'hui, elle est une figure bien connue du paysage audiovisuel français, et entre télé, radio et journalisme, Louise a su se faire une place tout en jonglant avec sa double identité britannico-française. Car oui, Louise est devenue française il y a quelques mois à peine. Mais s'intégrer dans un pays dans lequel on n'a pas grandi, c'est pas juste une question de travail. C'est aussi une histoire de lien, de parentalité, de confiance en soi et d'adaptation. Louise nous raconte aujourd'hui comment elle a su transformer cette expérience en force, comment trouve-t-on son équilibre entre deux cultures, quels sont les défis et les belles surprises de cette aventure. Louise Ekland nous partage son expérience aujourd'hui avec humour et authenticité. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, let's go, direction Paris. C'est parti. Je suis à l'aise avec ça. Le plus dur pour moi, c'est de commencer et après ça va. Oui, c'est toujours compliqué de commencer, mais à la cool. Tout va bien. Cool. Et bonjour Louise. Bonjour. Bienvenue dans French Expat et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Et commençons par cette petite question traditionnelle. Si tu te retrouvais dans un bar, un café, il doit y en avoir à Paris rempli il y en a plein. D'anglophones ou de Français établis hors de France. Si on faisait un petit tour de salle, un petit tour de table, et que chacun, tu vois, devait dire 2-3 mots pour se présenter, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que je suis une bonne Anglaise de Liverpool. Une bonne Anglaise. Une bonne, je ne sais pas si je suis une bonne Anglaise, mais je suis anglaise, une vraie Anglaise de Liverpool. J'adore la musique, le foot, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Ah ouais, le foot. Liverpool, c'est la ville des Beatles ou je dis des bêtises ? C'est la ville des Beatles, d'accord. C'est la ville de Liverpool FC, c'est la ville de Everton FC. C'est d'accord. Deux équipes qui sont à... Donc ça fait partie de tes racines en fait. C'est mes racines, oui. J'ai beaucoup suivi quand j'étais petite. Mon grand-père était fan de foot, fan de Liverpool, et il m'emmenait à Anfield Road. Génial. Et donc j'ai vécu des moments exceptionnels de match dans ce stade il y a une vraie proximité, ça chante, c'est joyeux, enfin j'adore ça. Ouais. Et je suis arrivée en France il y a à peu près plus de 20 ans maintenant. Mm-hmm. Et j'adore ce pays, surtout la bonne bouffe. Je suis une bonne vivante. Et je suis journaliste, donc je travaille pour les médias français depuis 20 ans. Et j'ai ma structure et j'anime, j'écris et je produis du contenu en anglais, en français, pour des événements. Pour des entreprises, des institutions Exactement, en France. Beaucoup d'entreprises qui ont un impact à l'international. D'accord. Voilà un peu le elevator pitch. Eh ben, très bien.
de qui je suis. Merci beaucoup. Alors évidemment, tu nous as pas tout dit. Tu dis Non. que tu es journaliste, mais on t'a retrouvé aussi dans des comédies musicales. Je pense à quoi, Émilie Joly, Oui. Grise. Tu peux me raconter Très un bien peu renseignée cette fille. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai un parcours un peu atypique. J'ai C'est ça qui fait. est intéressant. Oui, toujours. Ma mère, elle est prof de danse, ou elle est D'accord. à la retraite. Mon père chante plutôt pas mal. Ma ouais, grand-mère était prof de piano. Donc j'ai Donc, une une famille famille d'artistes, un peu de saltimbanque à la base. Et j'ai dansé tous les soirs. Tous les soirs, petite, danser, compète. J'adorais ça. J'avais un très bon niveau et je suis allée à Londres à 16 ans. Et j'ai intégré une école artistique très réputée, une école de comédie musicale qui s'appelle Lane Theatre Arts. Ok. Très jolie école. Et j'ai fait 3 ans de formation. Je suis devenue prof de danse aussi au même temps parce qu'il faut toujours couvrir ses arrières. Et ensuite, je suis rentrée sur le marché du spectacle vivant et j'ai fait 7 filles pour 7 garçons, 7 Brides for 7 Brothers, Grease, la comédie musicale. Chanson sous la pluie, Émilie Joly en France. Des classiques. C'est comme ça que je suis, des classiques. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France. Ouais. Par Émilie Joly. Non, ça c'est la version courte, la version longue. On a le temps, vas-y. Si on a le temps, c'est encore mieux. J'étais à Londres sur un spectacle pour l'an 2000 au Millennium Dome. Donc à Greenwich, qui est dans l'est de Londres. Et j'ai fait 1 an de spectacle là-bas avec les musiques de Peter Gabriel. Et à la fin de ce spectacle, il y a un producteur de Disneyland Paris qui vient recruter des acrobates pour Tarzan, le spectacle à Disneyland. D'accord. Très très beau spectacle, Tarzan. Et des garçons et des filles très très talentueux sur ce show. Et j'étais en couple avec un acrobate très fort et il a décroché un rôle dans ce spectacle. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller à Paris. Donc j'ai été j'ai abordé le producteur, j'ai fait un casting, je me souviens très bien, dans un studio à Londres. J'ai été prise aussi sur le spectacle parce que je voulais partir avec lui. Et c'est comme ça que j'ai débarqué en France et j'ai fait 6 mois sur ce spectacle. D'accord. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur Émilie Joly et mon petit copain à l'époque, il a enchaîné sur Notre-Dame de Paris. La boucle est bouclée. Voilà, donc c'est ça la vraie histoire. Okay. Mais pour aller plus vite, souvent, je vais directement à Émilie Joly parce que sinon l'histoire est un peu longue. non, mais c'est intéressant. Et du coup, tu t'entretenais quoi comme relation avec la France avant tout ça, en fait? Parce qu'on est voisins d'outre-Manche. Oui. Mais je veux dire, je sais pas, tous les Français rêvent pas forcément de s'établir en Angleterre et inversement. Tu connaissais un peu la France avant de t'y installer? Tu avais, je sais pas, une envie de voyage, de vivre à l'étranger ou pas particulièrement? Non, rien de tout ça réellement, si ce n'est que j'étais très bonne en français à l'école. Ah, déjà? Mais seulement au niveau du bac. Enfin, je veux dire, j'avais un prof de français avec qui j'ai eu une relation particulière dans le sens où j'ai eu une adoration pour cette langue. J'adore le français. J'aime beaucoup, beaucoup cette langue et j'ai eu un amour particulier pour cette langue et pour cette prof qui a beaucoup influencé ma vie, je crois. D'accord. Il y en a qui influencent ta vie d'une mauvaise manière. Mais elle m'a inspirée. Elle m'a inspirée et elle est exceptionnelle. C'est Madame Van de Velde. Et je crois qu'elle était mariée à un Belge, il me semble. D'accord. Je me souviens plus trop maintenant. Elle avait 2 filles et je me suis sentie à l'aise. D'accord. Et quand je suis arrivée en France, je suis pas méga douée pour énormément de choses académiquement. J'ai dû toujours énormément travailler. Mais si je suis très honnête, le français m'est venu très facilement. Ah, c'est cool. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai appris à parler français très vite. J'ai une facilité pour la langue française que je ne savais pas que j'avais réellement. Parce que quand tu es à l'école, t'as des bonnes notes. T'es pas confronté. Si tu veux, mais t'es pas confronté à une situation. Et puis, en plus, quand t'es à l'école, pour aller à la gare, une baguette s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans du conversationnel. Et je pense que c'est peut-être l'oreille musicale qui joue un rôle important là-dedans aussi. Parce que quand on aime la musique, quand on chante, on a une langue. Je pense que le langage peut se développer beaucoup plus facilement. Et même les accents, en fait, du coup, parce que t'entends toutes les tonalités, parce que t'as quand même
très peu d'accent. Moi, si tu m'entends parler alors, il y en anglais, a je suis plein qui me très disent jalouse. j'en ai beaucoup. Moi, je trouve que j'en ai pas énormément non plus, Ah non. mais parce que j'ai travaillé. Donc, quand Ouais. on me dit t'as toujours beaucoup d'accent, je suis un peu vexée parce que c'est pas le cas. Parce que, puis, ouais. Enfin, vexée, c'est pas vexée, mais j'ai travaillé Ouais, bien sûr. pour être comprise. Mm. Et quand tu travailles dans les médias, il faut quand même, tu vois, pendant longtemps, on me disait, on la comprend, enfin, on la comprend pas réellement. Ou C'était un complexe au début en te lançant dans les médias, justement Non, c'est pas un complexe. C'était pas un complexe, mais c'est c'est un avantage ou un handicap. Ouais. C'est vraiment l'un ou l'autre en général. Ah ouais, d'accord, t'as pas d'entre-deux, c'est ça que tu veux dire Tu laisses pas indifférent quand t'as un accent. Donc on adore ou on déteste. Ouais. Donc vaut mieux ça que d'être au milieu. Oui, peut-être. C'est ça qui est, c'est marrant en fait, parce que ça fait que tu as peut-être une petite différence qui fait que on vient te chercher, ou tu as une différence qui fait que on n'a pas envie. Ouais. Mais ça m'a toujours plutôt bien servi, donc. Bah oui. Je vais pas me plaindre. Hein. C'est génial. On va y revenir. Alors du coup, de Émilie Joly aux médias. Ouais. Comment t'es arrivée là? Ça aussi, c'est une longue histoire, mais c'est assez marrant. Ouais. Je travaillais dans les comédies musicales. Je sais de faire ça vite, mais j'ai fait une rencontre dans une soirée d'un anglophone, enfin un franco-américain, qui vivait à Paris, qui travaillait dans les médias pour une chaîne de télé qui s'appelle Game One, c'est une chaîne de jeux vidéo. Il cherchait une animatrice pour une émission qui produisait en France, qui était diffusée en Angleterre. Donc c'était une production franco-française diffusée sur les réseaux d'MTV en Angleterre. D'accord. Et pourquoi ? Parce que Game One était la seule chaîne de jeux vidéo spécialisée dans ce sujet en Europe. Ah ok, d'accord. D'accord ? Donc c'est produit par des spécialistes de cette matière. Donc il fallait que l'animatrice soit anglophone du coup. Donc lui, il voulait une anglophone. Il voulait que l'anglophone vit quand même à Paris, parce que quand tu produis une émission comme ça, t'as pas un budget extensible, donc il voulait pas spécialement faire venir une anglaise toutes les semaines ou une américaine ou autre, parce que ça coûtait trop cher. Donc quand il est tombé sur moi, il s'est dit jackpot, intéressant. Elle est comédienne, elle est sur scène, ça pourrait le faire. Et j'avais une certaine appétence pour l'animation, pour la performance. J'aime ça, j'ai toujours aimé ça, le public speaking à l'école, le théâtre. Enfin, c'était finalement une suite logique pour toi. Enfin, c'était pas un. Écoute, je pense que quand on aime la scène et quand on aime la performance, après il y a une grosse différence entre jouer un rôle et être soi-même. Oui, j'imagine, bien sûr. Et parce que quand on anime, le plus proche qu'on est de soi-même, le mieux c'est reçu, crois. Le mieux c'est reçu, je crois, parce que du coup on est proche de nos valeurs, on arrive à faire passer des messages, on arrive à créer de l'attachement, il y a l'authenticité derrière tout ça, et je crois que c'est ça l'une des clés de la réussite d'une carrière de journaliste ou animateur, enfin surtout dans l'animation, parce que le journalisme c'est autre chose encore, mais enfin voilà. Et donc j'ai présenté cette émission et ça a super bien marché. Et ensuite, mon français allait de mieux en mieux. Donc, ils m'ont demandé de commencer à animer en français sur une émission sur leur chaîne. D'accord. Puis ensuite, on est parti à Cannes. Et à Cannes, j'ai fait une rencontre d'un producteur du Morning Live sur M6. Ouais. Et donc, du coup, on s'est bien... Ça date. Morning Live, l'émission qui a été voisin, c'est ça ? Exactement. Moi, là, on parle de 2006 pour moi. Ok. Parce que c'était la Coupe du Monde de foot en Allemagne et j'ai eu une discussion avec ce producteur autour d'un verre en soirée autour du foot. D'accord. Pour tout te dire. Et puis toi, fan de foot, du coup, moi, j'adore le foot. Plein de trucs à dire. Donc, on avait pas mal de choses à se dire. Ouais. Et il s'est dit, elle pourrait, cherche une fille. Donc, on était dans ce côté, le foot, c'est pas que pour les mecs. Hein, on est dans la Coupe du Monde. On va prendre Louise parce qu'elle va nous faire vivre cette Coupe du Monde. Et c'est comme ça que ça a commencé sur M6. D'accord. Et à partir du moment où j'étais intégrée dans l'équipe d'M6, eh bien, tu commences à être sollicitée sur plein de projets. À avancer, oui, parce que j'étais très exposée là pour le coup. Alors, c'est fou parce que tu as touché à tous les médias. Donc, tu fais de la télé, tu as fait de la radio aussi pas mal. Je parlais avec mon frère qui nous accueille aujourd'hui et il me disait « Mais moi, ce que j'ai adoré avec Louise Ekland, c'était sa couverture des JO à Londres, où tu étais dans un bus. En fait, c'était la locale, mais qui fait le pont entre les deux cultures. C'est ça C'était extraordinaire, cette expérience à Londres, parce que quand tu es
presque française. C'est-à-dire que ça faisait déjà plus de 10 ans que t'étais là. Ouais, longtemps que j'étais là. Ouais. En plus, partager sa culture anglophone avec un public français et être le host, entre guillemets, pour France 2 de ce qui se passait dans son pays natal, il y avait un attachement très, très particulier. Pour moi, j'étais très fière de pouvoir expliquer aux Français comment ça se déroulait. Et puis, ce qui est toujours exceptionnel, c'est les témoignages. Les témoignages des sportifs, les témoignages des artistes, les témoignages pour ceux qui viennent. En fait, C'était incroyable. Ma plus belle expérience professionnelle. C'est vrai ? Sans hésiter. Ah ouais, d'accord. Bah oui. Ouais, génial. Bah oui, j'imagine. Enfin, j'imagine que c'est un sacré privilège, en fait, de pouvoir être à la jonction entre les deux. Oui, et puis j'étais dans une bonne place aussi parce que j'étais à France Télévisions, un peu la mascotte des garçons. Il n'y avait pas énormément de femmes dans le service sport. J'étais très aimée par Daniel Bilalian, le directeur des sports, qui maintenant est plus là, et ce depuis juste après les JO de Londres. Donc c'était quelqu'un qui m'a élevée, entre guillemets, qui a, je crois, décelé un potentiel, en effet, et qui m'a poussée, et qui m'a élevée, et qui ose, et qui a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est ça que le public veut voir, je crois. On est dans un bus, on se balade, c'est un gimmick, mais à la fois tellement les gens adoraient être dans ce bus et se balader, être en voyage, qu'ils se livraient encore plus. Parce que l'outil fait une expérience. C'est les langues, c'est ça. Tu les as bien mis à l'aise. J'espère, en tout cas, j'essaye. Ouais, ça a l'air. Et alors, comment est-ce que tu as su, tu vois, de cette première expérience dans le monde du spectacle en France, je veux dire, puis ta transition vers les médias progressivement. Tu vois, à quel moment est-ce que tu as su finalement que ton futur, tu voulais qu'il s'établisse en France? Parce que ça aurait pu être temporaire, dire voilà, maintenant j'ai fait mon truc, je vais rentrer voir si je peux continuer en Angleterre. Non, je crois que j'avais un tel... Je sais pas, quand tu commences à construire quelque chose dans un pays, et ça vaut pour tous ceux qui écoutent et qui sont expats, etc., peut-être, je pense que quand on commence à s'installer, c'est un peu qui tout double. On se sent soit tout de suite ultra bien et ultra intégré. Alors je parle pour moi, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, avec pas mal de gens avec qui j'ai pu discuter, il y a toujours ce truc. Soit on se sent bien tout de suite, soit on se sent toujours un peu comme l'outsider. L'étranger du coin, quoi. L'étranger du coin. Alors c'est très particulier parce que je me suis toujours placée dans ce rôle de l'étranger du coin. Ouais, t'en as fait une force aussi. J'en ai fait une force, je pense, où on m'a mis dans cette case et je l'ai embrassée. Et je l'ai transformée. Mais je me suis tout de suite sentie très très à l'aise en France. Il n'y avait aucune question à ce que je reparte. Jamais je me suis posé la question de repartir dans mon pays. Parce que j'ai enchaîné les boulots, parce que j'ai eu de la chance, parce que j'ai rencontré beaucoup... je n'ai pas eu de la chance. J'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Et parce que j'aime ça. Mais c'est pas un effort, le travail, pour moi. C'est parce que c'est le plaisir et j'adore mon métier. Donc, c'est ta passion, quoi. Finalement, j'ai pas vu ça comme un parcours de boulot, mais plus un parcours exceptionnel de rencontres et d'opportunités. Parce que je suis très heureuse en France. Et je repartirai pas, sauf... j'ai aucun désir de repartir en Grande-Bretagne. Aucune. Ouais, c'est pas partir pour rentrer, c'est partir pour voir autre chose si tu partais, quoi. C'est partir pour boulot, pour un travail, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas l'heure pas comment, parce que je n'ai pas... Bon, après, c'est dans 10 ans, peut-être, j'en sais rien, mais... On fera une suite. On verra bien. Je sais pas. Toi qui as du coup travaillé entre la France et l'Angleterre, bon, alors surtout en France du coup, on l'a compris, est-ce que t'as noté justement, je sais pas, des grandes différences en fait dans le monde du travail entre les deux pays? Moi j'en connais beaucoup avec les États-Unis et la France, mais l'Angleterre je sais pas trop comment ça se passe. C'est des cultures complètement différentes. Ce que j'aime en France, c'est la créativité, le débat.
Ouais. On débat beaucoup plus, je Ça me trouve. manque. Oui, c'est pas aussi lisse. Politiquement correct. On est un peu PC en Angleterre, oui, on est politiquement correct tout le PC. temps. Ah, Ouais. je l'ai entendu comme ça. On est un peu PC, quoi. On va pas froisser l'autre. On va le faire comprendre, mais on va pas s'enfoncer C'est pas là-dedans. confrontationnel. C'est pas frontal. la confrontation. Et je pense que pour développer des idées créatives, il faut confronter. J'ai toujours été très étonnée quand je débat avec quelqu'un sur un sujet et que le gars ou la fille en face me dit « mais je suis pas du tout d'accord avec toi ». Comment il ose. Ça, c'est quelque chose qui se dit pas en Grande-Bretagne. Tu peux pas dire ça. Donc, parce que c'est trop frontal, c'est trop rentre dedans, c'est trop quoi. Donc, tu peux le dire, mais d'une manière un peu, oui, mais si on faisait comme oui, et si on faisait comme ça. Donc, culturellement, c'est différent. Si je suis un peu cash, je pense que je préfère l'éthique de travail en Grande-Bretagne parce qu'on travaille dur et ensuite on fait la teuf. En France, on délaie le travail. Il y a une culture du last minute en France. On va faire une réunion et puis on va décider de rien et puis on sort et on déjeune ensemble et puis on va peut-être décider pendant le déjeuner parce que on n'a pas réussi à décider pendant la réunion et puis avant c'était je vais fumer une clope, je reviens et puis c'était le présentéisme, c'est-à-dire qu'il faut que je reste au travail jusqu'à 20h pour me faire voir par mon patron. Ça c'est plus trop d'actualité avec le télétravail, etc. Mais j'ai vécu ces années-là. Et puis moi, à BFM TV, mon pire expérience, dans le sens où j'étais devant l'ascenseur parce qu'on a mis le service culture, parce qu'on est des saltimbanques devant l'ascenseur et que l'ascenseur s'ouvre et qui était de dos en train de travailler et quelqu'un arrive en disant « Salut, ça va ?» En fait, je travaille là. J'ai pas envie de te parler. Je voulais mettre une annonce sur mon dos en disant don't disturb, tu vois. Moi, quand j'étais en open space, je mettais un casque comme ça, même s'il y avait rien, mais c'était genre je suis occupée. Mais je t'entends pas. C'est ça. Mais il fallait faire ça. Donc non, je trouve que le présentéisme, le manque de rigueur et de prise de décision m'énerve. En revanche, et en Angleterre, mais t'as un côté peut-être plus fort relationnel, du coup. Oui, j'ai plus de débats, j'ai plus d'investissement, j'ai plus d'engagement parfois, j'ai moins de distance. Donc ça, j'aime bien. Qui est un peu à prendre dans les deux côtés. Bien sûr, c'est toujours le cas. Comme toujours. Mais alors, pour rebondir sur le premier point que tu as mentionné sur cet aspect frontal, finalement, tu vois, exprimer son désaccord, etc. Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, quand tu viens, que tu as grandi dans une autre culture, au début, est-ce que tu prends ça comme des attaques ? Est-ce que, tu vois, ce que je veux dire ? Comment est-ce que tu t'adaptes finalement à cette nouvelle manière de faire ? Est-ce que tu l'as adoptée justement toi aussi maintenant ? Oui, maintenant je suis bien française. T'es bien cash. Ouais, je crois. Tu fais pas le sandwich, on dit ça aussi en anglais, un compliment, ce qui va pas et un autre compliment. Ça c'est américain. Ouais, ça on est très fort là-dessus. Non, est-ce que j'ai adopté ça ? Oui, je pense que je suis toujours assez diplomate quand même. En tout cas, j'essaie de l'être pour pas blesser. J'ai pas envie de blesser ni de froisser. Mais je pense que je suis assez cash pour dire ce que je pense, ce que je ressens, comment je ressens les choses. Faut demander aux gens qui m'entourent, en fait. C'est ça, surtout. Mais difficile à David. Oui, c'est ça. Oui, c'est mon conjoint. Non, difficile de savoir réellement comment on est. Mais je crois que je suis quand même, j'ai un peu, si tu veux, au début, quand je faisais un dîner, comme je comprenais pas le français très bien encore, je croyais que les gens se détestaient, qu'ils allaient plus se voir. Parce que mon mari m'a toujours fait cette réflexion. Là, quand les gens se mettent à débattre, il était toujours impressionné que le lendemain, on se revoit comme si de rien n'était, qu'il n'y avait pas de problème. Parce que j'ai vraiment vécu ça. C'est un peu chaud, quoi. Ouais, j'ai vraiment vécu ça en me disant, alors mais c'est quoi cette histoire des gens qui s'engueulent et puis ensuite le lendemain s'aiment. Tout va bien. Trop de rancœur chez les Anglais pour faire ça. Tu vois, si tu vas jusqu'à ce point-là de débattre et de se hurler dessus, et ben le lendemain, tu dis pas salut mon pote, tu prends le petit déj avec. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je trouvais ça toujours très surprenant. Mais ça l'est quand même. C'est vrai que maintenant en vivant à l'étranger, c'est
On est des révolutionnaires en France, il faut exactement, t'as l'intégrer. raison. Tu vois, en France, on est révoltés partout. Mais ça, c'est lourd à porter. Je trouve que pour la France, on se rend pas compte. Et moi, quand je rentrais en Angleterre, ça me faisait du bien. On se plaint quand même énormément. La plainte, c'est très, très français. Hein. C'est toujours ça va pas. Et puis, j'ai pas fait ci. Et lui m'a dit ça. Ouais. Et puis, machin. C'est un peu cliché, mais c'est quand même très vrai. C'est complètement vrai. Hein. Et ça, c'est dur. Parce que ça te tire vers le bas. Quand même. Oui, c'est ça. En fait, c'est une atmosphère, du coup, une ambiance qui peut être pesante, quoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pour évacuer, je pense. Puis on va toujours vouloir le pire ou voir le pire pour avoir le meilleur. On va avoir le côté, on va voir le côté pessimiste. Bon, ça va pas marcher. Et quand ça marche, on est super content et heureux. Alors que je trouve que le peuple anglophone est plus optimiste de nature. Ah oui, c'est clair. Et vivent dans cet optimisme ambiante qui fait que, ils sont peut-être déçus quand ça marche pas, en effet. Mais si on est optimiste la plupart du temps, c'est peut-être mieux, non? Je sais pas. Ouais, non, mais je suis complètement en phase avec toi. J'avoue que c'est une de mes questions, tu vois, par rapport au retour en France. Ah oui? J'ai peur d'être... En fait, on l'oublie assez vite, finalement, et on rentre dans cette atmosphère. L'assimilation culturelle. Ouais, je pense, hein. Après, au début, quand tu arrives en France et que tu es étranger ou étrangère, je pense qu'il faut laisser la chance à la France. Bien sûr. C'est un peu difficile à dire, ça. Mais il faut comprendre la France et les Français. Il faut prendre le temps, il faut apprendre la langue, il faut comprendre la culture. Et c'est là où on apprend vraiment à aimer la France. C'est un pays exceptionnel avec des gens extraordinaires, des penseurs, des créatifs, des écrivains, des historiens, Comment est-ce que tu laisses la chance à la France, alors? Tu prends le temps tu apprends la langue. Juger. Apprendre la langue, déjà, c'est un des premiers trucs. Quand on vient d'un pays anglophone, il y a beaucoup de gens qui, tu les retrouves 5 ans après, ils parlent toujours pas français. Oui, mais ça, pour moi, c'est pas possible. Ouais. Ça, si tu es dans un pays... Moi, j'ai une fille au père... une petite Anglaise que j'accueille chez moi, qui est chouette et qui vient de débarquer au mois de septembre. Elle n'a pas d'aptitude pour la langue. Donc, je sens que... Elle n'a jamais fait de français avant? Si, à l'école, mais elle n'a pas eu de très bonnes notes. Et puis, c'est pas quelqu'un... Mais elle adore la culture. D'accord. Donc, voilà. Je sens qu'elle n'a pas l'oreille, mais elle adore la culture. Mais elle prend des cours tous les jours. Ah. Elle se pousse à y aller. Elle comprend l'importance de l'apprentissage de la langue et elle veut rester. Ouais. Donc, je me vois un peu en projet, elle. Sauf que j'avais plus de facilité peut-être pour la langue. Mais je la pousse. Je lui parle en français. Je dis la phrase en français, je traduis en anglais. Je la pousse à comprendre l'importance de comprendre la langue et le pays dans lequel tu habites. Et je crois qu'elle a compris. C'est très, très important. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais comprendre la langue, comment est-ce que ça va t'ouvrir à la culture? Par les contacts humains, tu veux dire? Par les personnes? Non, je veux dire par les réflexions, par la manière de penser, par les blagues, par l'humour, par le... L'humour, je trouve que c'est le plus dur à saisir quand tu apprends une langue. Je trouve que c'est presque la fin, tu vois, de l'apprentissage de la langue. C'est 50, parce que tu as la pop culture avec laquelle tu n'as pas grandi aussi. En fait, tu as beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir... être drôle. Moi, je suis beaucoup plus drôle en français qu'en anglais, par exemple. Tu vois, je suis extrêmement drôle dans les deux langues, évidemment. Pas du tout. Non. Oui, c'est difficile d'être drôle dans une langue étrangère. C'est pas facile, à la base. Puis, il faut comprendre ce qui nous fait rire. C'est aussi lié à notre culture, notre histoire. Le chemin qui nous sommes intrinsèquement, comment on réagit à des choses. Donc, on ne peut pas rire réellement et comprendre si on ne comprend pas le pays, les gens et la culture. Donc, finalement... Donc, c'est QFD. Comment il faut s'intégrer. Enfin, moi, j'y vais demain. Tu me dis, on va vivre en Italie parce que on a un projet de médias ensemble. Pourquoi pas? Enfin, moi, ça m'intéresse. Mais il faut que tu apprennes italien. Je comprends la langue. Je comprends tu parles les gens. Non, je parle pas italien, mais je ferai en sorte de le faire.
parce que je pense que même si ça me prend un temps fou, je pense que ça fera partie de mon projet La tous les clé jours. du succès du truc. C'est la clé du succès, de la réussite dans un pays étranger. Ouais. Je crois. Ouais, je pense Parce que comment tu peux être anglophone ou francophone aux États-Unis et pas parler anglais? Enfin, ça n'a pas trop de sens. Bah, t'es dans ta bulle, en fait, et du coup, c'est... Ouais, tu Ça manque rencontres réellement pas... d'ouverture. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Et puis, je vous demandais maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées. Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Écoute, on va faire un petit intermède avec des questions. Je te donne 2 options, une française, une anglaise, et tu vas choisir celle qui te correspond le mieux. T'es prête? Ah oui, je suis prête, toujours. Bon, alors, thé ou café? J'adore le café, mais je suis plus thé finalement. Ouais. Le thé anglais, le thé c'est le remède à tous les problèmes. C'est vrai. Have a tea. Have a cup of tea et ça va aller. C'est vrai, c'est... Oui. Mon fromage français ou cheddar? Au fromage français. Ouais. Ouais, mais il y a beaucoup plus de fromage en Angleterre. Ah ouais? Ouais. Ah ça, c'est, tu vois, c'est Véridique. anti-cliché à fond. D'accord. Véridique, mais ils se ressemblent tous. Ah ouais, c'est des donc pâtes c'est dures, nul. beaucoup. Et, Ouais. Donc non, je dis pas que c'est nul. C'est nul. Fais attention, Non. Mais c'est pas tes préférés. je pense que comme tu vis... Moi, je ne peux pas faire un repas sans manger du fromage. Mm. Tous les soirs, je prends un morceau de fromage. C'est un peu un rituel. Et avec de la baguette, parce que sinon, c'est pas drôle. Ah, moi, je suis heureuse, je suis en France. Oh là là. La vraie baguette. Qu'est-ce que tu vas kiffer? Ça, c'est bien. Petit déjeuner, sucré ou salé, du coup? Salé. Ah, donc t'es resté un peu anglophone quand même là-dessus. Sinon, tu vois, c'est à peu près l'un des seuls repas en Angleterre qui vaut la peine, hein, finalement. Mais les pâtisseries, les viennoiseries, c'est merveilleux, mais t'as faim. Non. T'as faim à 10h, quoi. Oui. Non, bacon, beans, eggs, Ah, beans aussi, ouais. sausages, Ouais. toast. Donc, with protéines à fond. loads of butter on. Mhm. Salé, tu vois. Définitivement, le petit déjeuner anglais, c'est Ouais. the way forward. Apéro ou afternoon tea? Apéro. Sans hésiter, là. Sans hésiter. T'as une boisson préférée à l'apéro ou un petit truc à grignoter préféré? Ou les apéros, j'aime bien un petit ginto. J'aime bien l'apéro spritz sur une terrasse, pas mal. Avec un peu de people watching, j'adore faire ça. I love that. Ouais, I really love that. Ouais, je suis assez fan de ce moment de fin de journée après le travail avec des potes à boire un petit verre. Ça j'aime. Je bois pas beaucoup, mais j'aime bien le moment, quoi. le moment. Tu nous as dit un petit peu que tu as grandi grande fan de foot. Donc ma question c'était rugby ou foot. Du coup, on est foot. Sûr. Foot. Tu peux pas venir de Liverpool et aimer le rugby, c'est pas possible. Ah, tu n'aimes même pas du tout le rugby? J'aime le rugby, mais intrinsèquement, Ouais, quand tu as t'es une 2 footeuse. clubs de foot dans ta ville et que toutes les conversations dans les cours de récré dans ton Tournent autour de enfance ça. tournent autour. D'accord. Et le rugby, il faut dire ce qui est vrai, le rugby c'est un sport pour des gens plus aisés. Et Ah, quand ouais. tu viens de Liverpool, normalement, très souvent, tu viens d'une famille ouvrière à la base, et donc on est plutôt dans un sport universel comme le foot que le accessible à tout le monde. Ouais. Liverpool, je vais peut-être dire des bêtises, mais Ted Lasso, c'est pas Liverpool? La série Ted Lasso, tu l'as vu ou pas? Ah, Ted Lasso, non. C'est Liverpool ou Manchester? Je ne connais pas. Si t'aimes bien le foot, on va en parler après. Ah oui, super, ok. C'est une série merveilleuse. Alors j'allais dire Aznavour ou les Beatles? Oh, les Beatles, largement. Ah, j'adore Aznavour. J'ai vu son dernier concert. Génial. Ou l'un de ses derniers concerts. C'était un peu dur parce qu'il était plus pas trop en forme. Mais ça m'a fait quand même plaisir de le voir sur scène. Magnifique artiste. Ah, ça fait partie des artistes que c'est à voir une fois, ça doit être. Mais les Beatles, enfin, je veux dire, c'est pas Aznavour, quoi. Ouais. C'est un autre monument. Des kings of rock and roll. You know? T'as une chanson préférée? Eleanor Rigby. Ah, j'adore. J'adore Eleanor Rigby. Il y a plein de chansons des Beatles que j'ai écoutées pendant toute mon enfance. Ah bah j'imagine. Mais Eleanor Rigby, c'est chouette. Trop bien. À écouter, d'urgence.
Une petite question gastronomique, fish and chips ou moules frites? Oh, fish and chips, j'aime pas les moules. T'aimes pas les moules? Non, D'accord, ok. moi, big fan of fish and chips. Été dans le sud de la France ou été dans la campagne anglaise? Été dans la campagne anglaise. Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est méconnu Mhm. et parce que pas parler français, hein, Mhm. mais c'est d'une beauté. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai un van avec mon conjoint. On a un van super Aménagé? aménagé Ouais. pour partir en voyage avec les enfants. Donc on le fait très souvent et on est. Et vous parti- traversez la Manche avec? Oui, Trop bien. sûr. On est parti dans la région des lacs, qui est juste au-dessous de Liverpool, qui est à 1 heure. Donc, quand on parle de la campagne Ouais. anglaise, c'est sublime. Mhm. L'Écosse, enfin, j'ai envie de vous dire que Dur à battre. C'est dur à battre. C'est absolument splendide. C'est magnifique. Les paysages, la variation dans les paysages, la météo qui change sans cesse avec du soleil, de la pluie, des arcs-en-ciel Ouais. pleins au Ouais. plein milieu d'un petit champ Ouais. que tu n'as jamais vu de ta vie parce que c'est tellement beau et Ouais. que c'est tellement plein et c'est tellement dense. Ouais. C'est super, quoi. Ah, ça Donc, fait envie. non, le Pays de Galles, on est parti ensemble avec toute la famille, mes cousins, mes parents, les Génial. parents de mon mec, les enfants, Ouais. au Pays de Galles, dans le nord du Pays de Galles, à faire des balades à vélo dans la campagne anglaise, à rester sur un camping avec notre van, tous ensemble. Il y a eu la caravane, Mhm. les tentes. Il y a eu un cottage sur le site aussi, donc j'ai donné le cottage à mes parents. C'était un peu moins roots, mais Mhm. voilà quoi. Qu'ils aient un matelas. Qu'ils aient un matelas au moins, voilà. Mais non, j'adore ça. Génial. Trop bien. Là, tu le vends bien. Ouais, donc prochain voyage, il faut aller en été parce que sinon il fait trop froid. Donc Ouais. ça c'est pour l'été. Les vacances. Moi, je viens de Bretagne, tu vois. Donc, Oui. je me dis Je peux comprendre. un peu même combat où il Ouais. fait beau Mm. plusieurs fois par jour. Oui, c'est ça. Bah, c'est le même style. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le Mais- même style. C'est bien. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. J'aurais bien aimé parler de la parentalité, Oui, de ton bien rapport sûr. à la parentalité entre la France et l'Angleterre. T'es Mm. devenue maman en France 2 fois, Ouais. du coup. Tout à fait. Est-ce que t'avais, je sais pas, en fait, une vision de la parentalité qui était différente en Angleterre? On parle souvent, tu vois, du rapport à la parentalité qui est assez différent entre le monde anglophone et le monde francophone. Est-ce que c'est quelque chose que t'as ressenti? C'est pas un sujet que je maîtrise très bien. D'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je suis devenue maman en France Ouais. et je pense que très sincèrement, je me suis pas beaucoup intéressée à la parentalité en Grande-Bretagne quand j'avais Ouais, remarque, oui. je 19 ans. Et ça, pour le coup, c'est vrai que je ne sais pas Mhm. comment les enfants sont élevés, Ouais. si ce n'est que ma propre expérience avec mes parents en Grande-Bretagne, mais je n'ai aucune... j'ai des amis, évidemment, qui ont des enfants, mais comme j'ai passé plus de 20 ans en France, Mhm. je n'ai pas vécu avec ces amis, je ne sais pas concrètement comment elles élèvent leurs enfants, Ouais. si ce n'est que les enfants en Grande-Bretagne mangent beaucoup plus tôt, se couchent Ouais. beaucoup plus tôt, Parisienne. se lèvent probablement à peu près à la même heure, mais en France, on est beaucoup plus latin, et Mhm. puis... On vit plus et tard. puis c'est on vit plus tard, c'est pas du tout la même vie à ce niveau-là. Donc je suis beaucoup plus capée de te parler de la parentalité en France Bien sûr, parce que de c'est celle que t'as vécue, comparer quoi. Ouais. les deux. On parlait, avant d'appuyer sur enregistrer, de la langue qu'on parle à nos enfants. Oui. T'as 2 enfants, t'as fait le choix de les mettre dans une école française ou anglaise ou internationale? Alors les deux, j'ai eu Sacha avec Thibaut, donc qui est le père de Sacha, Mhm. et donc d'un premier mariage. Ouais. Et Sacha est dans une école française. D'accord. Parce que c'était assez pratique et c'était la volonté de notre... Enfin, c'était l'éducation qu'on voulait Ouais. donner à Sacha à l'époque. Et c'était simple au niveau de l'organisation aussi pour nous. Et il est dans une école qui est très bien, il est très à l'aise et il y est depuis qu'il a 6 ans. Mhm. Avant ça, il était dans une petite école Montessori. Donc, on a quand même démarré dans un système Bilingue ou... bilingue. D'accord. Mais à 6 ans, il est allé dans cette école française et puis il est en 6e D'accord. et c'est la même école. Ah, ok, super. Donc il peut aller jusqu'au lycée. Mhm. Donc ça, c'est français. Lenny, qui est le plus petit, qui a 3 ans donc, il a commencé en petite section dans une école internationale.
D'accord, ok. Donc là, c'est un autre parcours. Je pense que ce sera pas le même parcours parce que l'école de Sacha est français est assez dure, je trouve. C'est très strict, tu veux dire, ou le niveau très est... bienveillant. D'accord. Mais le niveau est très élevé et très dur. Alors, je pense que le niveau dans une école internationale est également dur. En revanche, on est, dans le cas de Sacha, sur une école franco-française, système français et très système français. Et intrinsèquement, je crois que je suis très anglophone et que je suis très contente pour Sacha parce qu'il est à l'aise et que ça lui va bien et qu'il est à l'aise avec ses copains. Mais je tends plus en phase avec la joie et le sport et le temps. Ouais. Sacha a beaucoup de devoirs, par exemple. J'ai été éduquée différemment, en fait. Donc, je découvre le système scolaire français avec Sacha et je pense qu'il manque parfois un peu de légèreté. De légèreté et de temps pour les enfants. Ouais, c'est ça. De temps pour être enfant même. Exactement. Et alors, donc en fait, c'est intéressant. Lénie, tu as décidé de le mettre dans une école internationale. Pas nécessairement pour la langue, mais plus pour la pédagogie, en fait. Exactement. Qui colle. Pour la langue, mes enfants parlent anglais. Ouais. Tu leur parles uniquement anglais? Est-ce que tu t'imposes cette discipline ou est-ce que c'est juste très naturel à la maison? En fait, il y a beaucoup de gens qui écoutent qui vont reconnaître ça, mais notre langue à la maison est le français avec le père de Lénie. Et donc le beau-père de Sacha. Notre langue à la maison est le français. Donc les enfants parlent à David en français. Il me parle à moi en français. Je suis la seule à mener le combat de parler anglais à la maison. Et c'est assez facile, isolant comme situation, je trouve. On se sent très isolé. Et je sais pas si les gens parlent de ça, mais en tout cas, moi, c'est pas du tout tabou. C'est juste que... Et donc, du coup, comme avec mon conjoint, je parle en français aussi. D'accord. Et il est pas tout le temps tuned in to the English. Donc, si je dis quelque chose en anglais, il va pas tout de suite capter ce que je viens de dire. Donc, je suis quand même un peu obligée de le traduire en français. Ouais, moi, je répète souvent, j'ai un truc en français, puis je le redis en anglais après, pour qu'il se fasse l'oreille, pour qu'il... Voilà. Donc, je trouve que, oui, je parle à mes enfants en anglais. Sacha, quand on a des conversations profondes, parfois, il va vouloir que je switche en français parce qu'il estime qu'on a besoin d'en parler en français. Mais des fois, on a plus de nuances, en fait, aussi dans une langue. On a plus la langue des sentiments, la langue de cœur aussi, en fait, qu'on vit au quotidien. Je pense que Lénie, pour être tout à fait honnête, et que je crois que le chemin qu'on prendra, c'est le chemin de l'école internationale pour la primaire et collège et lycée. Enfin, c'est difficile, il a que 3 ans, donc c'est difficile de le dire maintenant, mais je crois que c'est le chemin qu'on prendra. Il sera quand même plus à l'aise que Sacha en anglais, je crois. Ouais. Parce que quand tu es dans une école franco-française avec quand même beaucoup de devoirs, il y a un bruit, c'est la douche. On est dans une maison. Mais tu vois, une école franco-française, il a de l'anglais, mais il aura moins que Lénie. Ouais. Donc les nuances et le côté, je suis ultra à l'aise avec toutes les nuances, peut-être ça sera un peu plus difficile. Ouais. Et quand ils sont nés, est-ce que, tu sais, on parle des fois c'est OPOL, One Parent, One Language, ou un truc comme ça. Est-ce que c'est un truc que tu t'es imposé au début ou est-ce que tu l'as vécu? Parce que c'est souvent une question qui revient, c'est « Oh là là, je vais devenir parent, je vis à l'étranger. Comment est-ce que je maintiens ma langue maternelle à la maison ?» Est-ce que, je sais pas, tu as suivi une méthode particulière, tu vois, avant l'école, ou est-ce que tu l'as fait un peu au feeling? Non, en fait, naturellement, j'avais envie de parler à mes enfants en anglais, naturellement, donc parce que c'est ma langue maternelle. Et puis, en fait, en tant que mère, je sais pas, j'étais plus à l'aise à m'exprimer en anglais, à dire ce que je pensais vraiment. Bien sûr. Quand même. Même si mon français, je maîtrise et je manœuvre parfaitement en français aujourd'hui, je me lâche la grappe, quoi. Je me mets pas une pression de malade sur tout, sinon on s'en sort pas, quoi. Enfin, après, je fais comme je peux. Parfois, je parle en français avec Sacha aujourd'hui parce qu'il me le demande, entre guillemets. D'accord.
ou qu'il s'exprime tellement en français sur un sujet de devoir. Et alors, je suis obligée de lui parler en français parce que les devoirs, c'est en français. Tu vois? Donc, mais après, je me mets pas la pression. Tu t'adaptes. Il parlera anglais parfaitement et mieux que la plupart. Oui, c'est ça, exactement. Il a 19 sur 20 en histoire géo en anglais. Enfin, je veux dire, ça va quoi. Ouais, t'as raison. Zen. Parlons un petit peu, tu me disais donc que tu es devenue française cette année, officiellement. Ça ressemble à quoi le parcours pour devenir français C'est un parcours du combattant, c'est vrai. un enfer. Bah, c'est l'administration. Je vous le conseille pas. Voilà. Dis pas ça, mon mari va écouter, j'essaie de le convaincre de devenir français. Non, bah si, c'est super. Enfin, moi je suis ravie, mais je vais pas vous cacher, c'est un parcours de combattant. C'est long. En fait, l'administration française est toujours un cauchemar. Ouais. Sur tous les niveaux. Enfin, je veux dire, c'est pas un mythe. Ouais. Et aujourd'hui, on a des outils pour nous aider à avancer plus vite. Mais quand j'ai commencé le parcours pour devenir française, j'avais pas ces outils-là. Tu vois. Là, maintenant, tu peux écrire une lettre officielle sur ChatGPT en 5 minutes. Il n'y avait pas ça. Ouais. Donc non, je trouve que c'est complexe. Puis il faut faire un test pour le test du niveau de la langue française et un entretien. En français, parler de soi pendant 2 minutes à l'entretien. Et puis pour ça, tu maîtrises. Oui, bon, je peux faire parler de moi pendant 10 minutes si tu veux, mais non, mais c'est que oui, toute cette partie-là, mais c'est juste s'inscrire, faire le suivi, récolter tel papier, récolter le papier de mariage de tes parents, récolter le certificat de naissance de ta mère, de ton père, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère, enfin, je sais plus maintenant, mais c'était tellement chronophage. En France, récupérer les actes de naissance de tes enfants dans 2 mairies différentes, et récupérer les actes de naissance des parents de ton mec, enfin, je veux dire. Ouais. Le bazar. Ça t'a pris combien de temps? Je suis ravie, mais 2 ans. Ah ouais, quand même, d'accord. Bah après, c'est parce que si tu veux y arriver vite, il faut prendre une année sabbatique, quoi. À ce point-là? Non, mais j'exagère un peu, mais c'est un peu le cas. Ouais. En fin de compte, si tu veux, je discutais de ça avec mon mec aujourd'hui quand je partais de la maison. Il m'a dit, est-ce que tu as fait ça? Je dis non, mais j'ai même pas le temps de faire les cadeaux de Noël. En fait, les journées en tant que maman, quand tu travailles, tu priorises. Et entre guillemets, la nationalité française était une envie forte. Je me sens française et intrinsèquement maintenant. Et j'avais envie de devenir française et que c'était un dossier que je voulais réussir et que c'était une priorité, mais pas tant que les devoirs de mes enfants et pour les papiers. C'est l'urgence du quotidien, en fait, qui prend le dessus, quoi. Oui. Donc, du coup, le papier que tu n'as pas reçu pour X ou Y raison, ou le papier qu'on te demande de plus et que tu ne l'as pas. J'ai même pris quelqu'un, je vais te dire, pour m'aider, une secrétaire bilingue, pour m'aider au début, pour bien lister tous les trucs. Mais j'ai fini par tout faire toute seule. Parce que en fait, elle peut juste te donner une liste que tu aurais pu trouver sur Internet, finalement. Enfin, je veux dire, elle m'a aidée sur certains points. Mais j'ai vite compris que c'était pas la bonne voie parce que c'est à toi de faire les démarches. Il y a plein de trucs sur lesquels on peut pas te remplacer en fait pour aller chercher tout ça. Non. Et alors tu disais que tu te sens intrinsèquement française, mais plutôt tu m'as dit aussi que tu te sentais très anglaise. C'est hyper difficile, hein, je pense, de qualifier son identité aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé peut-être administrativement à devenir française et où est-ce que tu places le curseur s'il y en a un aujourd'hui? Écoute, j'ai passé presque autant de temps en France qu'en Angleterre. Et je pense que du coup, ça incarne un peu... c'est un peu ça. C'est comme comment on dit, un fromage, quoi. Et tu coupes en deux, je me sens un peu franco-anglaise, vraiment. Et en fait, j'ai des enfants qui sont nés en France. J'ai vécu en France. J'ai fait presque toute ma vie adulte en France. Enfin, je suis arrivée ici, j'avais 21 ans. Donc, c'est
t'es petite, tu fais ta vie professionnelle ici, tu navigues ici, tout ce qui est de l'ordre de la vie adulte, donc voter, payer tes impôts, gagner sa vie, acheter un appart, toutes les étapes que je rêvais de faire, c'est dans le système français. Ouais. Donc, en fait, je maîtrise le système français. Et tu sais, ce qui me fait terriblement peur, c'est que j'ai mes parents qui sont en Grande-Bretagne et que j'ai pas fait la vie d'adulte en Grande-Bretagne. Je n'ai pas vécu en Grande-Bretagne. Donc, le jour où je vais devoir gérer certaines choses au niveau des papiers et tout le reste, parce que dans nos vies, malheureusement, on n'est pas éternel. Et je ne veux pas regarder ça en face. Mais en fait, un jour, il va falloir que je gère et que je me penche sur un sujet qui est important pour nous tous. C'est, nos parents, un jour, ils ne seront plus avec nous. Ouais. Et comment je vais gérer ça? T'as des frères et sœurs ou... Non. Ouais, donc ce sera à toi de mettre le nez là-dedans. Vraiment. Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui fait horriblement peur quand tu as quitté ton pays et que tu n'as pas navigué, que tu ne connais pas de médecins, d'avocats, de personnes qui peuvent t'aider avec. Puis le système de santé en Angleterre, enfin, je veux dire. Ah oui, je te connais pas. C'est un cauchemar. C'est vrai. Donc voilà. Ils sont en bonne santé, mes parents. Mais s'ils ont besoin d'aide, où est-ce que je vais? Comment tu peux les aider, en fait? Comment je vais pouvoir les aider? Le problème, c'est que je vais pas pouvoir beaucoup les aider. Ouais. Après, je suis quand même journaliste, donc je crois que j'y arriverai avec les recherches et tout, mais j'ai pas de réseau. Alors que quand tu vis dans un pays, comme vous tous qui écoutez, évidemment, tu auras un médecin local et que tu auras vu un dentiste pour un tel, ou tu auras eu à faire un avocat une fois dans ta vie pour une affaire, ou via une amie ou autre. J'ai pas ça. J'ai rien de tout ça. Non, c'est une vraie question. C'est pas facile de se poser ces questions de. Tu n'as pas envie de regarder ça en face. T'as pas envie d'y penser. Non plus. Sûr. Tu ne veux pas dire qu'un jour tes parents seront plus là. Bien sûr. C'est pas gay. Non, c'est ça, c'est pas gay. Tu vois, j'ai réalisé une série il y a quelques mois sur la culpabilité, le sentiment de culpabilité quand on vit à l'étranger. Alors, je veux pas plomber l'ambiance, mais c'est un vrai sujet en fait. Et puis quand on est enfant unique, de se dire ok, qu'est-ce que je fais? Je suis loin de mes parents. Est-ce que t'as déjà été confrontée à ce sentiment, ou est-ce que t'es très à l'aise avec tout ça? Non. Je me sens pas coupable. Me sens pas coupable. Je suis partie de chez mes parents quand j'avais 16 ans. J'ai les meilleurs parents du monde. Ouais. J'ai des parents extrêmement aimants qui ont sacrifié, je crois, beaucoup de choses pour que je puisse avoir une éducation, pour que je puisse y arriver, pour que je puisse aller dans une école D'ailleurs, j'ai réalisé un envoyé spécial sur le sujet du roi Charles et sa fondation, The Prince's Trust, car ma mère est une acharnée du travail et qui, comme je voulais aller dans une école prestigieuse à Londres qui coûtait très très cher et comme mes parents ne pouvaient pas le payer, eh bien elle m'a incité à écrire des lettres, à faire des vidéos, à écrire à The Prince's Trust qui nous a donné de l'argent. D'accord, une bourse donc. Une bourse, etc. Et Génial. Donc c'est comme ça qu'on a récolté l'argent. D'accord. Mais j'ai des parents vraiment exceptionnels et je suis éternellement, reconnaissante. Oui, reconnaissante envers eux. J'espère, on espère tous, mais j'espère donner le même équilibre et confiance. Parce que c'est quelque chose avec lequel on est tous confrontés dans notre vie, la confiance en soi, mais c'est pas quelque chose avec lequel je me bataille particulièrement, me bagarre particulièrement, et je trouve que c'est un outil qu'on t'a donné, enfin c'est quelque chose qu'on t'a donné en grandissant, c'est vachement bien. Oui, et disons qu'il y a des moments où on a moins confiance en soi, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens qui sont mal, très mal, c'est souvent parce qu'il n'y a pas ce socle de confiance, je crois, qui fait que on peut... On s'aime soi-même avant d'aimer les autres, quoi. Oui, et c'est très difficile de construire par la suite. Donc, j'essaye d'instaurer ça, en fait. Mais bon, on ne sait pas si on va y arriver toujours. Les parents, c'est un pari, hein.
Ouais, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait comme on pense que c'est bien et ouais, non, Ouais. c'est vrai que c'est pas facile. Si tu devais comparer, enfin je te donne cette mission, si tu pouvais comparer la Louise de 2001 à la Louise de 2024, comment est-ce que je sais pas, est-ce que tu vois une évolution enfin, je veux dire, intrinsèquement, quoi. Je veux dire, qui es-tu? Alors forcément, t'as mûri, t'as découvert plein de choses, t'as plein d'expériences qui t'ont forgé aussi, mais je sais pas, comment est-ce que tu penses que t'as évolué? C'est une question intéressante qui permet de se regarder un peu et de faire un arrêt sur l'image et de... Je ne sais pas. C'est dit comme ça, c'est assez difficile. Ouais. Je ne pense pas avoir changé beaucoup au niveau des valeurs, au niveau de... J'essaie de rester le plus simple, le plus accessible possible. Après, j'ai une vie bien remplie, bien organisée. Je pense que j'étais plus stressée plus jeune. Maintenant, je combats beaucoup le stress avec le travail. Ah ouais. Je suis vraiment une acharnée du travail. Il faut que je travaille mes dossiers, il faut que je comprenne ce que je fais, pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Je travaille quand même beaucoup. Donc, j'ai compris T'arrives à maintenir comment... cet équilibre entre tous les aspects de ta vie, justement, parce que c'est pas facile. Oui, je crois Ouais. que oui, parce que j'ai choisi un chemin qui me donne de la liberté. Et quand tu choisis un chemin de liberté et dans un domaine qui te plaît vraiment énormément, eh bien, je crois que tu arrives à garder cet équilibre. Pourquoi? Parce que je sais quand il faut contrebalancer. C'est toujours un éternel équilibre à trouver pour des parents, je pense, quand tu as des enfants. Mais disons que je travaille dans le milieu événementiel pour des entreprises. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement le week-end. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement le soir. En télé, je ne travaille pas à plein temps, donc je fais des événements, donc c'est ponctuel. Si je ne suis pas là, c'est ponctuel. Quand tu fais Télématin, tu dois commencer bientôt quand même. Oui, mais je suis remplaçante. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Ouais, donc Si je travaillais sur Télématin au quotidien, je me lèverais à 3h du matin. Je finirai à 11h30, j'irai dormir 1 heure, je mangerai, je recommencerai à travailler, je coucherai mes enfants et je me recouche. Ouais. Là, tu vois pas tes enfants, vraiment. Tu vois pas ta famille. Et ça, c'est 4 jours par semaine. C'est très dur, c'est très physique. J'imagine. Donc, je suis remplaçante. Et c'est très. Et ça te va bien comme ça, quoi. Je suis joker. Ouais. J'aime bien être joker. Ça te va bien, Joker. Joker, c'est bien. C'est sympa. Mais oui, ça me va bien. Tu as raison. Donc, du coup, et puis en plus, dans tous les autres projets, eh bien, si j'y arrive pas, je me renforce en personnel. En expérience. Ah oui. Ouais. Je demande à Océane, qui travaille avec moi, qui est une excellente rédactrice en chef, qui a des idées plein pour développer des dossiers, de venir avec moi sur le projet. Et on se renforce. Ouais. Et donc, ça veut dire quand même que je rentre, je fais le dîner, que je couche mes enfants, que je les vois le week-end et que je prenne la plupart des vacances scolaires. Ah, c'est génial. Donc bon, les gens disent tu cours, tu fais beaucoup de choses. Oui, mais je prends aussi beaucoup de vacances. Pour pouvoir faire vivre le reste, quoi. Oui, et puis oui, il y a des moments où je vais avoir 2 soirées dans la semaine où je serai pas là, mais c'est compensé par mon conjoint qui est là et qui gère les enfants ces soirs-là. Enfin voilà. Après, il faut ça, c'est bien qu'ils aient une maman qui est heureuse et qui bosse. Bien sûr, bah oui. Montrer qu'on peut être heureux en ayant tout, en fait. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que il y a, si on revenait en arrière, finalement, à n'importe quel moment de ta carrière, de ton parcours entre la France et l'Angleterre, est-ce qu'il y a un moment où tu aimerais revenir et te chuchoter un petit conseil au creux de l'oreille, un petit, je sais pas, si ça peut être un mantra même qui t'a guidé au cours des 20 dernières années? Ça aussi, c'est une question intéressante. Je tiens beaucoup à la justesse et je sais pas même pas pourquoi je dis ça parce que la justesse de quoi?
Je pense qu'il faut toujours rester fidèle à soi-même et à écouter son instinct. Enfin, Tu fonctionnes beaucoup à l'instant, je fonctionne Le à gut des check. moments, j'ai eu du mal peut-être à me faire confiance sur certaines choses que je ressentais. Maintenant, je n'hésite plus du tout. D'accord. C'est-à-dire que le réflexe de se dire ça, je le sens pas, je le fais pas. Ouais. Voilà. Et puis ça, c'est quand même une chance et que j'ai compris ça assez tôt. Mais tu peux faire des choses, tu peux oser faire des nouvelles choses, mais il faut être sûr que tu vas y arriver. Ce que je veux dire par là, c'est ce que tu te disais ou c'est ce que tu te dis maintenant? Non, c'est ce que je me disais toujours. Donc, quand j'ai accepté quelque chose, c'est que j'étais à peu près sûre de pouvoir y arriver. Ouais. Même si c'était très culotté. D'accord, ok. Tu vois? Et maintenant, tu prends plus de risques? Maintenant, non, je dirais que j'ai toujours gardé cette philosophie, finalement. Non, j'essaie de réfléchir à... Peut-être l'instinct, c'est-à-dire, écoute-toi, tu sais ce qu'il faut faire, finalement. Okay. Faut pas se laisser influencer de trop par c'est le plus l'extérieur. dur, d'écouter son corps. Notre corps, c'est souvent avant notre cerveau. S'il y a un red flag, s'il y a quelque chose. Mais qu'on le sent corps, pas. il est vachement important finalement. Ouais. Et je pense que ça c'est vraiment écouter ça. Ouais, c'est quelque chose qui est très important. En général, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ça va matcher ou pas. Si ça matche pas, et ça sert à rien de s'acharner. Donc c'est dans les premières secondes. Hein. Ça c'est chaud. Hein, on a réussi ou pas? Nous, on a réussi. Mais non, mais il n'y avait pas d'enjeu. Mais je veux dire, quand tu fais un entretien dans le travail, par exemple, tu le sais assez rapidement, tu rentres dans un contexte où tu vas rencontrer quelqu'un et que ça va être pour toi ou pas, il faut pas se poser trop de questions. Il faut être soi-même. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis, c'était pas ton chemin. Et ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur ça. Pour c'est des trucs ça, que tu veux absolument avoir. Et en fait, c'est pas pour toi. Parce que ça marchera pas avec cette personne. Donc pourquoi s'acharner? Ouais, mais ça prend du recul, ça prend l'expérience de réussir à arriver à ces conclusions sans être amer, sans être... je vais te donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé dans mon parcours. Je te dirai pas où c'est parce que c'est un peu compliqué de le dire. C'est vrai. Mais j'étais à un carrefour de ma vie où je travaillais à un endroit et j'ai eu une opportunité ailleurs, d'accord? Et je me disais, qu'est-ce que je fais? Je reste là où je suis au chaud ou je prends l'opportunité? Voilà. En fait, j'ai décidé de rester là où j'étais au chaud, à BFM TV. Voilà. Donc, j'ai une opportunité ailleurs et je décide de rester à BFM TV. Donc, mais je regrette un peu de ne pas avoir été tenter cette nouvelle opportunité. Quelques années plus tard, cette opportunité se représente. Ah. Mais j'étais quand même un peu le chercher. Tu vois, j'ai quand même toujours eu cette au fond de moi en me disant j'aurais dû y aller. Mais sauf que je pense que j'étais à la phase de ma vie où je commençais vraiment à m'écouter au moment où donc je sais pas, j'étais un peu perdue. Alors je suis allée faire ce travail et c'était la pire année de ma vie. Ah. D'accord. Donc en fait, j'étais bien. J'étais prête, je me suis écoutée, j'ai fait le bon chemin à ce moment-là, sauf que j'avais du mal à me faire confiance en me disant « Oh non, c'est un regret, je savais pas. » J'étais entre deux eaux. Et en fait, c'était un décideur dans ma vie où je me suis dit « Ok, non. En fait, t'avais raison, tu savais ce qu'il fallait faire. Tu as pris le bon chemin. C'était le chemin qu'il fallait prendre. Il fallait pas avoir de regrets et essayer de reprovoquer quelque chose qui, en fin de compte, ne t'allait pas du tout. Donc, voilà. Ok. Donc, écoutez-vous. Oui, je dirais ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Louise? D'être heureuse et en bonne santé, je crois. C'est tout. Ok. Je veux pas grand-chose. C'est la saison des vœux au moment où on enregistre cet épisode qui sortira début 2025. Je te souhaite du coup plein de bonheur et la santé et puis des joyeuses fêtes. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Louise pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble et qu'on a passé d'ailleurs ensemble dans le salon de mon petit frère qui nous a mis sa maison à disposition pour cet enregistrement. Alors merci aussi à lui. Vous êtes toujours là, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en parlant de cet épisode autour de vous, en le partageant avec vos collègues à la machine à café ou en le partageant sur les réseaux sociaux. Chacun de vos partages compte énormément, alors je vous dis un grand merci par avance. La semaine prochaine, nous retraversons l'océan Atlantique et on se retrouve dans la baie de San Francisco en compagnie d'une certaine Fleur. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Et là, je me suis dit, je vais être aux États-Unis pendant 6 mois. Puis je vais être toute seule. Il me faut un casse-croûte. Ah, de quoi gagner ta vie, tu veux dire? Non. Un casse-croûte, je vais pas rester célibataire. J'étais célibataire, fraîchement divorcée. Casse-croûte, ça veut dire un mec? Oui, un mec. Il me faut un truc à se mettre sous la dent. D'accord, ok. Ça marche. Donc tu te dis, j'ai pas envie de vivre cette aventure toute seule, quoi. C'est ça. Voilà, cette fois-ci, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse tranquille, vaquer à vos occupations. Merci encore d'être là chaque semaine. C'est un immense plaisir et un grand privilège que de faire ce podcast pour vous et avec vous. De mon côté, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À très vite.